Kolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwa. Chef d'État Kabila, sur le plan politique, oui. Ah ben, on est passé de la tutelle de la Belgique à notre propre tutelle, c'est-à-dire à l'indépendance, à notre souveraineté internationale. Donc, c'est un coup de tonnerre, c'est un séisme qui s'est produit ce 30 juin 1960. Ce jour-là, je me rendais à mon village, venant du petit séminaire de l'Info, où j'étudiais. Et l'indépendance, le jour de l'indépendance, moi je l'ai fêté en cours de route dans une mission. Alors, politiquement, je disais que c'est un séisme, c'était une mort d'un régime, la tutelle belge, et une naissance de notre régime, l'État congolais, l'État indépendant, la République précisément. Donc, depuis 60, notre pays recouvrait ses pleins droits de s'autogérer, de se gérer lui-même. Parce que avant, c'est un pays, la Belgique, qui gérait un autre, le Congo. Et depuis 60, c'est le Congo qui s'autogère. Voilà, politiquement, nous sommes souverains, nous avons la responsabilité de nous protéger nous-mêmes, de nous développer nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous avons la pleine liberté politique, ce qui n'existait pas sous la colonie. Voilà donc le parcours tel qu'il est. Alors, quel bilan, vous me demandez, de tout cela? 63 ans après. 63 ans après, les 5 premières années, sous le président Kasavubu, nous avions un régime multipartite, ce sont des partis politiques qui nous géraient, le gouvernement de la majorité, avec le premier ministre Lumumba, qui m'aura géré le pays, géré pendant pratiquement un an. Et puis, ce régime-là est tombé, remplacé par un autre, le régime du maréchal Mobutu, qui a commencé au départ sans parti politique, et puis après, il va créer un parti unique qui va finir d'ailleurs par se définir comme un parti-État. Tout le monde est dedans, depuis le ventre de votre maman, que vous le vouliez ou non, vous êtes un père. Et ce régime-là, pendant pratiquement 25 ans, il s'est mué à ce que l'on a appelé une dictature, mais en tout cas c'était un régime fort à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que aucun pays, encore moins le Rwanda, ne pouvait toucher au Congo, n'est-ce pas? C'était un régime fort appuyé par les Occidentaux, américains en tête. Et puis bon, comme le pouvoir lasse, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est ce que la sagesse enseigne. Le régime du parti unique a commencé. Et j'étais dedans. J'étais dedans comme député. Depuis 1977? Oui, en 1977, et comme ministre. En 80, 81, 82, j'étais ministre. J'ai vu évoluer les choses. Nous arrivons en 90
les régimes s'essoufflent, il y a des coups de boutoir à l'intérieur du pays. Le président, le maréchal Mobutu, se rend bien compte qu'il faut libéraliser le pouvoir. Il abandonne le système du parti unique en versant une larme ce jour-là. Et hop, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'il abandonne le parti unique, il impose à son pays, je dis bien il impose à son pays, un régime multipartite à 3. Okay. Le président Mobutu, informé par la situation réelle du pays, il dit « J'abandonne le parti unique, mais on va aller en démocratie avec 3 partis. » Parce que moi, Mobutu, j'estime que 3 partis politiques, c'est un espace suffisant pour une démocratie. Nous allons donc avoir le MPR qui est là, et puis un autre parti qui est dans la clandestinité, qu'il ne nomme pas, nous avons compris, c'est l'UDPS, et un 3e parti à créer. À créer, en fait, il visait Maître Kamanda, qui a créé l'UCM. Et voilà, donc nous modifions la Constitution pour introduire le multipartisme à 3 partis politiques. C'était avec quel objectif? Pourquoi 3 partis politiques? Oui. Mais le président l'avait dit, il dit ça suffit pour aller en démocratie. Parce que lui connaissait bien le Congolais et il connaissait bien son pays. Il dit s'il y a plusieurs partis, ça n'ira pas. Très bien. Il bloque donc le nombre de partis politiques à 3 et nous modifions la Constitution. J'étais au sein de l'Assemblée, j'ai appuyé ça personnellement. Très bien. Nous introduisons donc le multipartisme à 3. On va en vacances parlementaires et un jour, j'apprendrai sur la Voix de l'Amérique que le président Mobutu a accepté le multipartisme intégral. C'est-à-dire chacun peut créer son parti politique. Alors là, j'ai compris que, en fait, le président Mobutu choisissait la faiblesse de l'opposition pour pouvoir demeurer encore au pouvoir. Il avait compris, et aujourd'hui, regardez, nous sommes pratiquement 1000 partis, 910. Alors, qui commande qui dit quoi à qui, voilà. Donc, du point de vue politique, c'est la leçon. Et je crois que si le pays, si l'opposition de l'époque avait accepté 3 partis politiques, on verrait plus clairement les forces en présence. L'alternance au pouvoir serait devenue plus facile. Mais avec 1 millier de partis politiques, plusieurs autorités morales et tout ce qui s'ensuit, vous voyez la faiblesse à laquelle nous sommes arrivés et avec ce pays qu'on appelle le Rwanda, qui marche sur nous. Nous sommes impuissants de dire quoi que ce soit. Alors, c'est ça qui me fait de la peine. Vraiment. Je ne sais pas comment, mais si les Congolais se ressaisissent, en réduisant le nombre de partis politiques. Par exemple, d'abord avant cela, si les Congolais se rendent compte que nous sommes en danger, un danger de dislocation. Quand j'achète un journal ici, non à la balkanisation, chaque jour, à la une de chaque journal, non à la balkanisation. Mais que faisons-nous, à part cette proclamation-là qui est bonne, mais en réalité, qu'est-ce que nous faisons pour barrer la route au Rwanda et à ses soutiens qui sont en train de balkaniser? Qu'est-ce que nous faisons, nous, majorité, opposition? Qu'est-ce que nous faisons? Le chef de l'État ayant compris cela, il nous a appelés à l'unité.
président de la République nous a appelés à l'unité, mais il faut davantage que cet appel. Si nous ne voulons pas demain que le Congo n'existe plus, soit disloqué, il faut davantage que ça. Et je ne sais pas vous dire, entre autres, je ne sais pas nommer, mais moi je note la volonté politique du chef de l'État de faire en sorte que le Congo existe pour toujours, mais il faut que l'opposition et l'Union sacrée aujourd'hui comprennent cela pour abandonner des querelles de chapelle, des querelles de succession. Mais vous ne succéderez pas au pouvoir si vous n'avez pas de pays. Vous allez succéder à quoi? Il faut d'abord protéger les pays. Voilà. Merci beaucoup. De 12 ans, j'ai eu 4 mandats de patronat national. Oui, je connais le barreau, je connais ma profession, j'ai 52 ans aujourd'hui, je connais la justice, le monde judiciaire, je le connais. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, ce monde-là a évolué ou il a encore régressé? Je crois qu'il a plus régressé que évolué dans le bon sens. Comment? Mais la gangrène, la corruption, la justice aujourd'hui. Vous savez, j'ai écrit un livre là-dessus, selon, entre parenthèses, que la jurisprudence. Alors j'indique là-dedans la marche de la justice. Dans quel sens? Dans ce sens que le matin, c'est une opinion, à midi, c'est une autre, et le soir. Et tous ces jugements-là, tous ces bégayements-là, j'appelle cela le bégayement de la jurisprudence, c'est-à-dire de l'œuvre des juges. Ce bégayement-là, trop rapproché, c'est l'œuvre des influences. L'œuvre des influences néfastes. N'est-ce pas? Je vous donne un exemple. En matière de conflit électoral. Je le dis dans mon livre. Une élection intervient à Massissi en 2011. Ça se termine par des coups de balle, coups de feu. Donc la CENI n'a pas pu terminer convenablement son travail. Conséquence, la CENI annule l'élection. Très bien. Un parti politique va aussi saisir la juridiction, la Cour constitutionnelle, pour demander l'annulation. La Cour constitutionnelle annule, c'est-à-dire qu'il faut appliquer la loi, reprendre les élections dans les 60 jours. C'est ce que la loi prévoit. Et le procureur général de la République va introduire un recours en interprétation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a annulé les élections parce que ce sont des élections qui se sont terminées par des coups de feu et tout. Donc le procureur général introduit un recours pour demander, recours en interprétation pour demander à la Cour constitutionnelle de dire ce qui va advenir si la situation sur le terrain continue à empirer de telle manière qu'on ne sait pas organiser l'élection dans les 60. Qu'est-ce qui va advenir? C'est la question que ce procureur général pose à la Cour constitutionnelle. Et la réponse, c'était quoi? La réponse, mon cher, je crois que vous devez la connaître. La réponse, c'est quoi? C'est que la Cour constitutionnelle va ordonner à la CENI de valider les élections, de publier les élections. Malgré les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées. Malgré les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées, malgré le fait que un recours en interprétation ne peut pas changer la décision de la Cour. Décision.
Vous interprétez, mais vous ne changez pas la décision. Donc, vous voyez une cour constitutionnelle qui procède de cette manière-là. Vous vous demandez si elle est faite des juristes, si elle est faite des gens qui maîtrisent. Or, ces gens, ils maîtrisent bien. Mais s'ils décident ainsi, c'est qu'il y a eu des influences quelque part. Très bien. Et dans le cas d'espèce, vous voyez, Oui. nous avons aujourd'hui des députés élus dans ces conditions-là Oui. qui sont rattrapés, Parfois. vous voyez. Bon, alors, donc, pour répondre à votre question, est-ce que la justice de mon pays a évolué dans le bon sens? Oh, je dirais, puisqu'il y a de plus en plus de décisions mauvaises qui ne s'expliquent que par des influences d'argent, influences sentimentales et autres, Politique aussi. pourquoi pas? Ça veut dire que il y a problème. La justice va sur une mauvaise piste, une mauvaise direction. Ok. Je ne reconnais pas cette justice. Moi, j'attrape des décisions où une juridiction me dit ah, vous n'avez pas joint telle pièce à votre Dossier physique. dossier. Je l'ai vu, cette pièce néanmoins dans le dossier, elle existe, mais comme vous ne l'avez pas produite, vous, je ne sais pas comment, votre recours est irrecevable. Mais vous avez vu la pièce. Alors, je ne comprends plus rien. Je ne veux pas être plus précis que ça. Hein, Oui. pour ne pas citer une juridiction ou des gens. Oui. Mais voilà une dérive. Ok. Voilà une dérive. N'est-ce pas? Oui. Honorable, un message à tout. Mais voilà, indépendance. Il ne faut pas que ça se perde. Si le pays est divisé demain, on ne parlera plus de l'indépendance du Congo, on devra parler de la mort. Donc il nous faut l'indépendance. Parce que, comme le dit l'hymne national, rédigé par un de mes anciens professeurs, un père jésuite, le père Boka, Boka, Dimpassi. c'est un serment que nous avons fait pour la postérité. Serment de la prospérité, serment de bonne vie, serment de modernité, de liberté pour notre pays. Il faut que ça se réalise, et que le Congo se développe, et que le Congo, pourquoi pas, dirige le centre de l'Afrique, pourquoi pas, que le Congo soit fort, que le Congo soit craint, que le Congo s'arme, pas pour attaquer, mais pour se protéger. Très bien. Voilà donc ce que je crois être la voie. Nous devons être forts par une armée, par des services de sécurité, pas pour aller attaquer les autres. Si nous avons des mains, avec les moyens qui sont de l'autre, si nous avons l'arme atomique, nous, ce n'est pas pour attaquer les autres, mais pour nous protéger. Très bien. Voilà un vœu que moi j'ai fort. Je l'ai souvent dit dans des discours, n'est-ce pas, devant les chefs d'État. Depuis celui-ci, depuis toujours, il faut un pays fort. Par les armes, pas pour attaquer, mais parce que c'est la condition pour se protéger. Les Romains disaient, si vous voulez préparer la paix, si vous voulez avoir la paix,
il faut préparer la guerre. Si vous voulez jouir de la paix, il faut préparer la guerre. Si pace frui volimus, bellum gerundum est. Je l'ai appris à l'école, c'est les Romains, c'est vieux, mais c'est actuel. Si vous voulez jouir de la paix, il faut préparer la guerre. Il n'y a pas de méthode. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chef d'État, Kabila, mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki